il représente une possibilité immense. Un lien de sang entre l'Égypte et Rome. Un symbole capable de donner à sa dynastie une légitimité exceptionnelle. Cléopâtre rêve peut-être d'un avenir où son fils pourrait unir deux mondes. L'Égypte des pharaons. Et Rome, maîtresse du monde. Mais Rome n'aime pas les rêves des autres. Quand Cléopâtre arrive à Rome, elle impressionne autant qu'elle inquiète. Elle vit dans une villa offerte par César. Elle observe les luttes de pouvoir. Elle comprend les faiblesses de la République romaine. Mais pour les sénateurs, elle représente une menace. Une reine étrangère. Une femme ambitieuse. Une souveraine orientale capable d'influencer César. Et surtout, une image insupportable, pour certains Romains, celle d'un homme puissant qui pourrait préférer une reine à la République. Puis tout bascule. En 44, avant Jésus-Christ, Jules César est assassiné. Poignardé par des sénateurs qui pensent sauver Rome de la tyrannie. Pour Cléopâtre, c'est un choc terrible. Son protecteur est mort. Son rêve politique s'effondre. Elle quitte Rome et retourne en Égypte. Mais elle n'abandonne pas. Parce que Cléopâtre sait que Rome reste la clé de son avenir. Après la mort de César, Rome est déchirée par une nouvelle lutte de pouvoir. Parmi les hommes qui émergent, il y en a un qui va changer son destin, Marc-Antoine. Marc-Antoine est un général charismatique, puissant, proche de César. Avec Octave, le fils adoptif de César, il se partage progressivement le pouvoir romain. Mais entre ces deux hommes, la rivalité est inévitable. Cléopâtre le comprend. Encore une fois, elle voit l'occasion. Quand Marc-Antoine la convoque, elle ne vient pas simplement répondre à un ordre. Elle arrive comme une déesse. Sur un navire somptueux. Dans une mise en scène spectaculaire. Parfum, voile, musique, richesse. Cléopâtre sait que le pouvoir n'est pas seulement une affaire d'armée. C'est aussi une affaire d'image. Elle impressionne Marc-Antoine. Elle l'attire dans son monde. Et bientôt, leur alliance devient à la fois politique et amoureuse. Ensemble, ils forment un couple redoutable. Lui apporte la puissance militaire romaine. Elle apporte la richesse de l'Égypte. Mais cette union inquiète Rome. Parce que Marc-Antoine semble de plus en plus proche de l'Égypte. De plus en plus éloigné des traditions romaines. Et son rival, Octave, va utiliser cette peur avec une intelligence glaciale. Octave comprend que pour vaincre Marc-Antoine, il ne suffit pas de l'attaquer militairement. Il faut le détruire dans l'opinion. Alors il transforme Cléopâtre en menace. Il la présente comme une reine étrangère manipulatrice. Une femme dangereuse, qui aurait ensorcelé un général romain. Une souveraine orientale, prête à dominer Rome. La propagande est puissante. Et elle fonctionne. Aux yeux de nombreux Romains, la guerre contre Marc-Antoine devient une guerre contre Cléopâtre. Une guerre contre l'Égypte. Une guerre pour sauver Rome d'une reine. Le conflit devient inévitable. En 31 avant Jésus-Christ, les forces de Marc-Antoine et Cléopâtre affrontent celles d'Octave lors de la bataille d'Actium. C'est une bataille décisive. Un moment où le destin de l'Égypte, de Rome et de Cléopâtre se joue sur la mer. Mais la stratégie tourne mal. La flotte de Cléopâtre se retire. Marc-Antoine la suit. La bataille est perdue. À partir de là, tout s'effondre. Octave avance. Les Alliés abandonnent Marc-Antoine. L'Égypte se retrouve isolée. Cléopâtre tente encore de négocier. Elle cherche une issue. Elle veut sauver son royaume, ses enfants, peut-être sa mémoire. Mais l'Octave ne veut pas d'une rivale. Il veut une victoire totale. Marc-Antoine, croyant Cléopâtre morte, se donne la mort. Quand il comprend qu'elle vit encore, il est trop tard. La tragédie est en marche. Cléopâtre sait alors ce qui l'attend. Octave veut la ramener à Rome. Pas comme une reine. Comme un trophée. Il veut l'exhiber dans son triomphe, la montrer au peuple romain comme la preuve de sa victoire. Pour Cléopâtre, c'est pire que la mort. Elle qui a vécu comme souveraine refuse de finir humiliée dans les rues de Rome.
Alors elle choisit sa dernière arme, décider elle-même de sa fin. En 30 avant Jésus-Christ, Cléopâtre meurt à Alexandrie. La légende raconte qu'elle se serait suicidée avec la morsure d'un aspic, un serpent venimeux. La réalité exacte reste débattue. Mais peu importe la méthode. Ce qui compte, c'est le symbole. Cléopâtre refuse d'être capturée. Elle refuse d'être transformée en spectacle. Elle meurt en reine. Avec elle, c'est toute une époque qui disparaît. L'Égypte devient une province romaine. La dynastie des Ptolémées s'éteint. Octave devient bientôt Auguste, le premier empereur de Rome. Et Cléopâtre entre dans la légende. Mais son histoire a souvent été racontée par ses ennemis. Les Romains ont voulu faire d'elle une séductrice dangereuse. Une femme fatale. Une étrangère manipulatrice. Mais derrière cette image, il y avait autre chose. Une femme politique exceptionnelle. Une reine cultivée. Une stratège qui a compris que l'Égypte ne survivrait pas seule face à Rome. Elle a utilisé les armes disponibles dans son monde. La diplomatie, l'alliance, la mise en scène, la richesse, l'intelligence et le charme. Elle n'a pas seulement aimé César et Marc, Antoine. Elle les a choisis comme partenaires politiques. Elle n'a pas seulement séduit Rome. Elle a essayé de la contrôler avant d'être écrasée par elle. Et c'est peut-être pour cela que son nom fascine encore. Parce que Cléopâtre n'est pas seulement l'histoire d'une reine tombée, c'est l'histoire d'une femme qui a regardé le plus grand empire de son temps droit dans les yeux. Et pendant quelques années, Rome a tremblé. Pas devant une armée immense. Pas devant un roi barbare. Mais devant une reine d'Égypte. Une femme qui savait que le pouvoir ne se donne jamais. Il se prend. Et parfois, il se paie au prix de sa propre vie.